Salut et bienvenue dans cette FAQ sur les jeux de rôle, sur Sombre Machination, bref sur tout ce qu'on fait dans Actual Play, tout ça, voilà, sur l'équipe de Globtopus, dans un grand sens. D'ailleurs, je ne serai pas le seul à répondre, certaines personnes de l'équipe ont bien voulu répondre à quelques questions de votre part, donc voilà, j'ai récolté pas mal de questions, il y en a 71. Je ne dis pas que je répondrai à toutes, mais c'est pas mal, c'est pas mal. À quand une nouvelle saison Delta Green? Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, nous allons tourner cette année, en 2025, une saison Delta Green. Nous la tournons aux États-Unis d'Amérique du Nord. Du coup, elle devrait sortir en 2026, si tout se passe bien. On croise les doigts. Mais il y aura d'autres one-shot Delta Green en live. Il y en a déjà eu là cette année, mais il y en a déjà 2 autres de prévus. Donc ça arrive. Il y a pas mal de contenu Delta Green qui arrive, vous inquiétez pas. Vous arrive-t-il donc de rejouer des scènes ? Oui, tout simplement parce que dans Sombre Machination, il y a des fois où il y a des problèmes techniques, ou bien parce que des gens disent un peu n'importe quoi. Vous voyez, par exemple, je vais faire une phrase et je vais dire oui, vous entrez à l'intérieur de la maison et vous voyez, là par exemple, je vais reprendre depuis le début, je vais refaire la phrase. Maintenant, il y a des scènes aussi où les joueurs, les joueuses ont pas très bien compris un élément ou un autre, et du coup on joue la scène et je me rends compte qu'ils ont pas bien compris, donc je leur réexplique, donc là on refait la scène plutôt que de vous laisser la compréhension, etc., qui est pas forcément très agréable. Maintenant, est-ce qu'il y a des moments où ils ont fait un choix et je leur dis ah non, il faut pas faire ça, machin, ça n'est pas arrivé pour le moment. Est-ce que les joueuses jouent avec les musiques finales? On n'a pas du tout les musiques quand on joue, parce que je pense que ce serait une purge à monter si on faisait ça. Après, on est tellement dans l'ambiance que de toute façon, on n'a pas vraiment besoin de musique quand on est tous autour d'une table. Je pense que ça pourrait même être un peu distrayant d'avoir de la musique. Mais il y a beaucoup de scènes qui sont portées par la musique après au montage. Parce que pour nous, on est dedans, on est à fond, etc. Mais la musique ajoute une touche émotionnelle à un silence ou beaucoup de rythme aussi, à des scènes qui vont peut-être manquer de rythme parce qu'on est un peu trop dedans des fois. Mais non, nous on joue pas avec la musique. En live, parfois certains jouent avec la musique au casque dans les oreilles. Pour être honnête, moi je ne le fais pas. Parce que je le faisais avant, et il suffit qu'il y ait une chanson un peu distrayante qui passe et ça me sort un peu du jeu, et j'ai pas trop besoin d'ambiance musicale pour jouer en général. Comment se passent les enregistrements des Actual Play audio? Alors les Actual Play audio, pour la grande majorité, sont enregistrés à distance. Donc en gros, moi j'enregistre de mon côté à mon micro. La personne en face, les joueuses font de même. Et en plus de ça, on a les caméras qui nous permettent de discuter généralement sur Discord, et le son reste sur TeamSpeak parce que c'est de meilleure qualité et ça permet d'avoir moins de délai, etc. Donc voilà. C'est comme ça que ça se passe, aussi simplement que ça. Après, il y a tout le montage qui est un peu plus relou, forcément, mais ça se passe très bien, donc on enregistre chacun de notre côté. Allez-vous sortir un jour un recueil avec des scénarios, une campagne dans un thème donné, type Cthulhu 1920, etc., histoire d'avoir un bel objet ou PDF avec de superbes histoires? Alors, il y a déjà, donc je le rappelle, sur le Tipeee, plus d'une centaine de scénarios, c'est énorme en vrai, dispo comme ça pour 10 €. Donc si vous voulez des scénarios en PDF, c'est là-bas qu'il faut aller. Maintenant, pour faire un vrai livre jeu de rôle, c'est prévu. C'est quelque chose qui prend du temps, malheureusement, surtout quand on veut bien le faire. Mais ça arrivera, c'est prévu. J'aimerais bien vous dire cette année, mais je vais pas dire ça, j'en sais rien. Voilà, je vais être franc avec vous, c'est secondaire dans les plans, mais c'est prévu. Comptez-vous refaire des épisodes très centrés horreur, du style Chronique du Necronomicon ou tout début de Sombre Machination? Alors, j'avoue ne pas très bien comprendre cette question. J'estime que le contenu horreur, on en fait très régulièrement, ne serait-ce que Sombre Machination, une des dernières saisons qui est sortie qui s'appelle le C-Note, pour moi c'est de l'horreur. De même que pour la saison Zombie, c'est de l'horreur. Je sais pas ce que la personne qui a posé cette question entend par très centré horreur. Pour moi, toutes les saisons de Sombre Machination sont relativement centrées horreur. Peut-être un petit peu plus mystère parfois. Par exemple, dans le cas de Delta Green, je trouve que c'est plus mystère enquête que horreur pure, mais bon voilà. Et en live, on en fait tout le temps. L'étreinte de la nuit, notre campagne Vampire la Mascarade, c'est de l'horreur, très régulièrement. Donc ouais, je comprends pas trop cette question. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on fait pas de l'horreur? C'est bizarre. Est-ce que les Muppets reviendront?
Oui, faut savoir que ça prend du temps de préparer des Muppets. C'est Necourt qui est en train de faire des Muppets assez incroyables. Ça prend du temps et c'est surtout que jusqu'à maintenant, on n'avait pas d'endroit pour le filmer. Parce que vous vous doutez bien que filmer là derrière avec la table, etc., c'était une galère horrible avec Alexis. On avait gardé nos mains levées pendant je sais pas combien de temps. C'était très compliqué. En plus, ce jour-là, Alexis était malade et moi j'étais courbaturé. Enfin bref, c'était un cauchemar. Et du coup, il faut qu'on finisse les Muppets et qu'on organise ça, etc. Donc ça reviendra. Quand? Je ne sais pas. C'est quoi le scénario de JDR que tu as écrit et dont tu es le plus fier? Franchement, je dirais le C-Note et Perspective démente, c'est des... Le C-Note, Perspective démente et Dans la gueule du loup, je les adore, vraiment. Je trouve qu'ils étaient bien écrits, ils sont jouables même par d'autres gens, et je trouve qu'ils ont été trop bien joués par les joueuses, et ça m'a fait trop plaisir, vous voyez. Maintenant, L'étreinte de la nuit, c'est vraiment un challenge de respecter un peu le lore de Vampire la Mascarade, d'utiliser des éléments proposés dans les livres, etc. Et en même temps de répondre aux attentes de ces citrouilles. Je trouve ça trop bien et je trouve que je m'en sors bien. J'ai pas envie de m'envoyer des fleurs, mais voilà. Donc voilà, ça sera ça ma réponse. Les scénarios d'autres auteuristes que tu as adoré faire jouer. Honnêtement, j'adore les masques de Nyarlathotep. C'est vraiment un plaisir de le faire jouer, de le découvrir avec les joueuses. Mais après, je dirais que franchement, il y a pas mal de scénarios justement de live Cthulhu où je trouve que c'était trop cool de faire le scénario, de suivre un petit peu. C'est pas forcément des choix que j'aurais fait, mais c'était vraiment cool. Il y a pas mal de scénarios officiels de Cthulhu qui sont vraiment, vraiment bien. Est-ce que vous avez prévu de jouer du Changelin les Disparus ou du Loup-Garou? Alors, Loup-Garou, oui, techniquement, il y a littéralement un actual play Loup-Garou qui est normalement, à ce moment où ça sort, disponible sur YouTube. En tout cas, c'était disponible sur le Tipeee. Il y aura cette année une campagne live Loup-Garou. Maintenant, pour Changelin les Disparus, je sais pas. En même temps, je dis ça à chaque fois, je dis c'est moins ma vibe, j'avais dit pareil pour Loup-Garou et finalement j'adore. Peut-être que je lirai et que j'adorerais. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais je n'y suis pas fermé en tout cas. Avec un budget illimité, quel serait votre lieu de tournage et vos déguisements? Moi je pense que je reviens souvent à ça, mais ça serait du Warhammer 40 000 de fou avec des décors de malades et tout ça, j'adorerais. Après, c'est sûr, un truc fantasy genre Warhammer justement, ça serait trop cool. Mais là, déjà, en vrai, on va pas se mentir, aller tourner Delta Green aux États-Unis, déjà, le fait de devoir organiser ça en ce moment, c'est tellement cool. Et il n'y a pas un budget illimité, mais c'est un bon budget et c'est grâce à vous et au Tipeee. Donc vraiment, merci déjà. Mais déjà, ça, c'est fou quoi. Je veux dire, merde, et même les Terres d'Aldor, vous vous rendez compte qu'on va tourner... là, on est en train de préparer la deuxième saison des Terres d'Aldor. Et c'est pareil, on va tourner dans des lieux qui sont incroyables. Et déjà, ça, c'est ouf. Vous voyez, il n'y a pas besoin de trucs si incroyables pour me satisfaire, en fait. Il y a une saison dont on parle depuis longtemps, c'est la saison cirque. Et elle est compliquée niveau budget, parce qu'il n'y a pas seulement le lieu, mais qu'on aimerait bien avoir des figurants, des lumières, tout un cirque en fond, quoi. Peut-être même des PNJ comme on a pu avoir dans D&D. Donc ça, évidemment, au niveau du budget, que ce soit les costumes, les figurants, le lieu, c'est complexe et on n'a clairement pas les moyens. Donc si on avait budget illimité, c'est à ça que je pense tout de suite. Après, il y a plein d'autres trucs. Il y a tous les châteaux qu'on a vus qui sont à 10 000 balles la nuit. Et il y a des lieux exceptionnels, évidemment, dans lesquels on adorerait tourner. Mais le cirque, vraiment, moi j'aimerais beaucoup. C'est un cadre qui me touche beaucoup pour l'horreur parce que ça me fait peur, le cirque. Budget illimité. En vrai, monument... connu, obligé, le Colisée, la Tour Eiffel, l'Empire State Building, quelque chose d'absolument visuellement fou, quelque chose de grandiloquent, où dès que vous regardez le plan, vous vous dites « Ah ouais, quand même ». Ce fameux wow que vous avez lorsque il y a un plan qui vous surprend dans un film ou une série, ce serait vraiment ça. Forcément, les costumes en accord avec, même si je trouve que les costumes, quand ils sont parfaits, en fait, on voit même plus les costumes. Ils sont juste mélangés, ils sont juste incorporés dans le plan tellement ce que vous voyez est fou. Du coup, sollicitez couturier, tailleur, tout ce que vous voulez, limite l'industrie du cinéma. Mais
Ouais, non, quelque chose de grandiloquent et de fou. Pour la blague, il y avait le côté spatial sur la Lune ou ailleurs, donc, mais ça serait débile, je pense. Mais ouais, quelque chose de visuellement époustouflant avec des plans ouverts immenses. Peut-être que c'est d'ailleurs ce qu'on va faire à la fin de l'année 2025 avec la saison de Delta Green, peut-être. Alors avec un budget infini, franchement, moi je fais une saison, mais plutôt une énorme campagne qui dure hyper longtemps, qui se passe sur plusieurs époques, des années 20 jusqu'aux années 2000, en passant par les 70, 80, on fait ce qu'on veut, avec énormément de documents, une grosse enquête, où tu analyses des cartes, des documents, enfin il y a vraiment un côté très très analogue, et en plus de ça, dans des costumes d'explorateurs, d'investigateurs, un truc forcément très Cthulhu. Et à la fin, en termes de décor, on est littéralement dans un temple non écludien, un truc à la Cthulhu impossible. Littéralement, on refait la montagne hallucinée, la cité de la montagne hallucinée. Alors ça serait vraiment le top. Ce serait impossible, mais c'est très super. Oula, ça commence fort. Je dirais un truc immense, fou. Un peu dans le style de la série Silo, où il y a vraiment une variété de décors, et du coup ouais, faire des épisodes avec plein de variétés comme ça de décors, même dans l'épisode plein de variétés de décors assez dingues, dans des lieux un peu, enfin des choses qui on se dit mais qu'est-ce que ça fait là quoi. Et au niveau des déguisements, ouais, pareil, une évolution des costumes. Ça peut partir d'un truc assez simple, mais en fait évoluer de manière à ce que je sais pas, il y a du latex, plein de choses comme ça, et que ça devienne qu'on se transforme petit à petit en créature un peu dégueulasse. Ça c'est un truc, mais vraiment un truc assez ouf quoi en termes de créature, limite à changer de taille, de proportion, que perte de totale de la réalité quoi. Ça c'est cool. Alors j'ai 2 idées qui me viennent en tête. La première, ce serait de privatiser genre un train panoramique, style ceux qui sont en Suisse, qui donnent une vue incroyable sur les montagnes, et même devrait y en avoir ailleurs. Et du coup, ce serait beaucoup trop bien de tourner dans un train en mouvement, avec des vues qui défilent, qui soient folles. Et sinon, je pensais à une navette spatiale avec des costumes d'astronautes, que ce soit réaliste ou alors science-fictionnesque, franchement ce serait incroyable. Est-ce que la campagne et certains scénarios de l'étreinte de la nuit seront dispo pour les tipeuses ? Normalement oui, c'est juste que je dois clarifier ça avec Arcane Asylum. Peut-être qu'on va le rendre disponible pour tout le monde en PDF gratos. Mis en page et tout ça, ça a clarifié. Mais normalement, ça devrait être le cas. Enfin, au pire, ils vont dire oui, tu peux le faire sur le Tipeee, quoi. Il n'y a pas d'inquiétude avec ça. Ils sont très très sympathiques et très ouverts, donc je ne m'inquiète pas. Donc oui, c'est juste que j'aimerais bien que ça avance un petit peu plus pour vous fournir des éléments sans vous spoiler, parce qu'il y a des éléments clés du scénario que je ne peux pas dire à l'heure actuelle. Où en sont les contreparties de l'événement Delta Green Engeance du Chaos sur Tipeee ? Alors, c'est une très bonne question. En gros, si vous voulez, ce qu'on voulait faire, c'est des dossiers, etc., Delta Green et tout. C'est en train d'avancer, mais le problème, c'est qu'on s'est vite rendu compte que la quantité de dossiers à faire demanderait un atelier et un stock. Or, c'est pas possible. Là, on a un hangar, comme vous le savez, depuis peu. Donc, on est en train de faire en sorte de développer une partie atelier, une partie stock, etc. Ça prend du temps, mais ne vous inquiétez pas, on ne vous va pas oublier, vous serez recontactés, ceux qui ont participé à ça, vous aurez les dossiers, pas d'inquiétude, mais ça prend du temps, voilà. Et on a aussi eu des contacts avec des partenaires entre-temps qui sont intéressés pour nous aider là-dessus, qui permettraient de rendre les dossiers vraiment cool, donc ça j'ai hâte. Mais comme je l'ai déjà dit, et je le rappelle sur le Tipeee, c'est vrai que les récompenses, etc., on fait comme on peut, et il faut pas oublier que derrière le Tipeee, derrière la gestion des récompenses, la gestion des fichiers, la gestion des montages, etc., c'est une personne, et c'est moi. Et du coup, ça me demande beaucoup de travail, et des fois, il y a des choses qui mettent du temps, mais c'est pas que j'ai oublié ou quoi que ce soit, c'est juste ça prend du temps, tout simplement. Voilà, mais vous inquiétez pas, je n'oublie pas. Comment c'est possible de sortir banger sur banger et d'avoir un contenu toujours aussi grotesque sans les millions de vues qui vont avec ? Alors, banger sur banger, déjà merci. Moi, je pense que tout simplement, il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas. Parce que tout simplement, ils n'ont pas cherché en fait. C'est pas simple de nous trouver, honnêtement. Et puis après, il y a des gens qui n'aiment pas non plus l'ambiance qu'on propose, horreur, etc. Voilà. Maintenant, on a quand même pas mal de gens qui nous regardent, beaucoup de gens qui nous soutiennent. On a une bonne communauté.
moi, je n'ai pas à me plaindre là-dessus. Évidemment, j'adorerais qu'on fasse encore plus de vues et qu'on ait encore plus de soutien, qu'on puisse encore plus faire de choses. Ça prend son temps, c'est tout, mais on n'est clairement pas les moins vus, on est clairement installés, hein. Ça va, dans le milieu du JDR, des actuels plays Globtopus, c'est connu et reconnu, il y a beaucoup d'éditeurs qui passent par nous quand même et qui nous font confiance. Je ne m'inquiète pas là-dessus. Mais oui, c'est frustrant de ne pas faire ne serait-ce que des centaines de milliers de vues, ce qui est déjà énorme. Mais bon, peut-être avec le temps. Le meilleur moyen de nous aider là-dedans, c'est de partager, commenter, etc. C'est bête, hein, mais ça marche vraiment. Essayez de trouver des gens dans votre entourage qui pourraient apprécier, c'est déjà un mouvement énorme que nous on peut pas faire, c'est le bouche à oreille qui nous aidera, c'est sûr. Est-ce que vous avez déjà pensé ou proposé des featuring avec des youtubeurs afin d'élargir votre audience? Alors on le fait, on l'a déjà fait plusieurs fois avec Linkus, on l'a fait avec Linou, on l'a fait avec Cécile, voilà. Moi j'ai pas de problème à le faire, le souci que j'ai de plus en plus c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas très recommandables et on ne le sait pas forcément. Donc c'est très compliqué quand je connais pas les gens de les inviter sur une chaîne où nous on est quand même très politisé. Je me vois pas inviter quelqu'un qui après va être cancel par rapport à une action dégueulasse qu'il a fait. Ça m'est déjà arrivé par le passé, pour celles et ceux qui savent, hein, j'ai déjà collaboré effectivement avec le Fossoyeur de film, j'ai déjà collaboré avec les Need Backup, donc voilà. Donc oui, moi ça m'arrange peu quand il y a ce genre de truc là, c'est voilà, évidemment c'est pas ma faute ce qu'elles ont fait, mais ça fait chier, voilà, c'est tout. Et l'autre truc, c'est que moi, les jeux de rôle que je fais, c'est pour raconter des histoires, être à l'aise aussi avec les gens qui m'entourent. Donc faire des collaborations avec des gens que je connais un peu, ça va, mais c'est pareil, c'est compliqué d'accorder les violons niveau organisation, mais je préfère quand même le faire avec des gens que je connais bien, où ils savent directement que le but c'est de faire une partie de jeu de rôle, quoi. C'est pas de profiter de quoi que ce soit par rapport à eux, ou voilà. Donc c'est plus simple comme ça. Maintenant, on l'a déjà fait. Est-ce que ça élargit l'audience ? Non, pas vraiment. Ça marche pas vraiment comme ça. Pas à nos niveaux. En tout cas, il faudrait vraiment que ce soit quelqu'un de très très gros qui nous partage, machin. Mais ça marche pas tant. À quand la suite des Mémoires du Mythe ? Alors, je m'engage vachement là. Normalement, si on est en mars, quand vous voyez ça, il y a déjà une offre sur le Tipeee qui vous permet d'avoir l'intégralité de la saison 4. Voilà. Et sinon, ça va sortir progressivement cette année. Un épisode toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on verra. Mais du coup, c'est là, ça arrive. C'est juste que c'est long, ça prend du temps, comme je l'ai dit. Je dois monter les contenus, etc. Ça me prend beaucoup de temps. Voilà tout. Comptes-tu faire jouer d'autres campagnes dans ce format audio des Mémoires du Mythe ? Alors pour l'instant on va finir les Mémoires du Mythe, ce qui va prendre quelques années quand même, et techniquement on le fait avec l'étreinte de la nuit. Voilà, vous pouvez regarder l'étreinte de la nuit, c'est une campagne longue, audio principalement, même s'il y a un support vidéo, etc. Donc oui, on en fera peut-être d'autres formats comme ça, avec plaisir. Moi, j'aime beaucoup ce format plus centré sur l'audio que sur la vidéo. Là où Sombre Machination, c'est plus vidéo quand même. Donc voilà, mais oui, c'est prévu. Quelle est ta saison préférée de Sombre Machination et celle que tu aimes le moins ? Ma préférée de Sombre Machination... C'est très compliqué à choisir. Là, tout de suite, je dirais les prochaines qui arrivent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est compliqué de me demander de choisir. Donc, je ne vais pas dire ma préférée. Celle que j'aime le moins, c'est le manoir aux poupées. Je trouve que c'est un échec. Maintenant, si je devais donner des saisons que j'ai beaucoup aimées, il y a Perspective démente, il y a L'Engeance du Chaos, il y a Prague, La Maudite, il y a le Cénote, il y a La Contrée des Rêves, que je trouve trop bien. Bref, il y en a plein. Donc, c'est un peu dur pour moi de choisir. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, il y en a plein que j'aime bien. Ma saison préférée de Sombre Machination, je crois qu'à chaque fois que j'ai cette question, je dis ça parce que quand on a eu la première question-réponse, elle était déjà sortie, mais c'est dans La Gueule du Loup. Parce que j'ai eu la chance d'être joueuse dedans pour un tournage qui a finalement échoué. Et du coup, après, j'ai pu en parler avec Maxime et ils l'ont refait. C'est la seule saison où je suis à la caméra d'ailleurs. Et vraiment, je la trouve exceptionnelle, pas au niveau technique spécialement, parce que on était encore dans l'ancien appart de Maxime. C'est une saison old school entre guillemets, il n'y a pas de présentation perso, mais je trouve que ce soit le scénario, l'interprétation en particulier d'Eric, tout dedans marche vraiment bien pour moi. Après, une mention spéciale à une saison qui n'est pas encore sortie, qui est Cyberpunk, que j'espère vous trouverez incroyable, parce que moi je la trouve formidable. Et la saison que j'aime le moins, c'est la saison de juste avant ma saison préférée,
Donc la saison 2 qui s'appelle La Maison des Poupées, où c'était pas désagréable à jouer, mais c'est vrai que surtout avec tout ce qu'on a sorti après, c'est moins abouti. Et les personnages... non, si, les personnages sont... le personnage Eric est cool quand même, mais c'est vrai que c'est juste pas au niveau du reste de ce qu'on fait, je trouve. Saison préférée, c'est facile, ça sera peut-être la même que plusieurs personnes, mais en vrai, perspective de vente. C'est obligé pour moi, parce que ça représente quelque chose de beaucoup trop fort. L'histoire est absolument incroyable. Les personnages, pas forcément, pour le coup. J'ai pas forcément... je le déteste pas, hein, mais mon personnage est pas transcendant non plus. Mais on est au service de l'histoire, et cette histoire, elle est complètement folle. Perspective démente, pour moi, c'est ce moment où tu te dis dans le JDR, le média que tu fais, ah, oh, c'est top, il y a quelque chose. A contrario, ma saison que je préfère le moins, ça serait peut-être La Ferme Fletcher, pour les mêmes raisons mais opposées, où en fait ce que tu fais, tu sais pas encore ce que c'est. Tu commences une saison, c'est un test, comme beaucoup d'autres, hein, il y a eu beaucoup de tests après La Ferme Fletcher, mais c'était plus le côté, on sait pas encore ce que c'est en train de devenir, on sait pas quel ton on doit adopter, est-ce qu'on est vraiment tout le temps sur de l'humour, est-ce qu'on est sur du sérieux. Du coup, pour ça, je pense que c'est ma moins préférée. Après, si elle avait pas été là, il y aurait pas tout le reste derrière, donc ça c'est vraiment un truc à souligner. Après, en termes de qualité, oui, je pense que c'est ma moins préférée. Parce que même toutes les autres qui viennent après, on sent au moins qu'il y a un objectif où on tente de construire une histoire, peut-être d'incarner plus des persos, et celle-là forcément vous vous lancez dans le bain tout de suite, et vous savez pas encore ce que c'est, vous savez pas ce que ça peut devenir. Du coup il y a ce côté où il y a plein de défauts, vous voyez que ça, mais sans ça il y aurait pas eu tout le reste après. Donc voilà, je trouve ça malheureusement dur de la définir comme étant celle que j'aime le moins, mais c'est malheureusement le cas. Concernant le choix de la saison préférée, c'est hyper difficile comme d'habitude. J'en ai 4 que j'aime vraiment beaucoup. Vacances brumeuses, Prague la maudite, Dans la gueule du loup et Perspective démente, bien entendu. Mais ma préférée, c'est Prague la maudite. Et celle que j'aime le moins bien, c'est Un dîner mortel. Je crois que je m'emmerde devant celle-là. Je dirais que je suis pas un grand consommateur d'actual play. Par contre, j'adore me plonger dans un univers, une ambiance. Moi, tout ce qui est Delta Green, SCP, j'adore, honnêtement. L'aspect moderne, futuriste, ça c'est cool. Par contre, j'ai plus de mal, par exemple, avec des choses qui sont un peu plus rétro, un peu vieillot, entre guillemets. Voilà. Alors la saison de Sombre Machination que je préfère, je pense que c'est L'île du diable. Elle est toujours aussi cool, pleine de drame, et le côté pas de surnaturel, j'ai trouvé ça incroyable. Sinon, la saison que j'aime le moins, je pense que c'est Entre les crocs, c'est un peu difficile à dire. J'adore le côté Delta Green qu'il y a dedans, mais elle m'a moins marqué. Quel JDR dont tu n'as pas encore fait un actual play aimerais-tu faire? Morkborg. Voilà, Morkborg, on va le faire, hein, mais voilà, j'ai trop hâte de faire des trucs dessus. On a sûrement tous déjà vécu ce sentiment de vide et de tristesse à la fin d'un film, d'une série ou d'un livre, le temps de quitter un univers dans lequel on a été immergé et impliqué pour revenir à la réalité. Est-ce qu'en tant que MJ et ou joueuse, vous avez déjà ressenti cela à la fin d'une campagne? Si oui, quelles sont celles pour lesquelles ce sentiment a été le plus fort pour vous? Moi, j'ai eu du mal après... alors, la première saison Arkham PI, déjà. Mais vraiment, moi, c'est Cthulhu no Kami, où la fin était satisfaisante. Mais j'avais envie de continuer de jouer dans l'univers de Cthulhu no Kami avec ces 3 personnages-là. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et, ça m'a fait un petit truc, quoi. Quand ça s'est fini, j'étais un peu en mode ah merde, c'est vrai, c'est fini, quoi. Et je pense que ça va être terrible, ça sera les mémoires du mythe et les trains de la nuit. Je suis pas prêt, hein, du tout. Moi, j'ai vraiment ressenti ça à la fin d'Arkham PI et Arkham PI saison 2. Et j'ai toujours les affaires de Eileen Cavendish, les affaires de Rose Cavendish. J'avais une sorte de petit hôtel à Rose Cavendish à une époque dans ma chambre parce que tous ces bijoux normalement étaient sortis. Pour pouvoir les mettre avant de tourner, et je les ai pas rangés pendant longtemps. J'ai encore ces vêtements, on avait même fait une séance photo avec Maxime où j'étais en Rose Cavendish, que vous pouvez voir sur la vignette de l'intégrale d'Arkham PI saison 2, et vraiment elle me manque un peu, je l'ai trouvée touchante, et j'ai vraiment adoré l'interpréter.
Après, il y a quand même une certaine satisfaction dans le fait qu'elle ait eu une fin et une scène finale intéressante. Mais c'est vrai qu'elle me manque, et Aileen Cavendish, c'est pareil. Mais c'est une époque particulière de ce qu'on faisait avec Globtopus aussi. Donc il y a une certaine nostalgie qui est mêlée à ça. Absolument. Absolument. C'est toujours très difficile, surtout dans les campagnes. Les campagnes, c'est le plus dur. Les longues saisons, celles où vous avez vraiment le temps de rentrer dans le personnage, vivre l'histoire, vous prendre les retournements de situation ou même les interactions dans la tronche. Et après, quand ça se termine, en fait, on vous enlève quelque chose. Si en plus vous étiez très attaché au personnage, parce que peut-être soit il avait des belles valeurs, soit parce que l'histoire vous a vraiment touché, c'est encore plus difficile. Je vais revenir encore une fois à un nom que vous entendrez vraiment souvent, je pense. Perspective démente à nouveau. Parce que ça a été vraiment quelque chose de dur, je sais pas, mais de tellement vivant, mais tellement too much. C'était la première fois qu'on faisait un format aussi long. On savait pas du tout où on allait. Il y a un côté, pour moi, c'était ma première vraie campagne Delta Green, même si on avait déjà fait une autre en live, je crois. Et à la fin, en fait, l'histoire était tellement extraordinaire, tellement violente aussi en termes d'émotion et tout, que quand on a fini, c'était très dur pour moi de revenir un peu dans un côté réalité. Au niveau du sommeil, les nuits d'après, c'était pas facile non plus. Parce qu'il y avait eu trop de choses. C'était une aventure qu'on a vécue à 3, à 4 avec Maxime bien sûr. On a tendance toujours à l'oublier parce que c'est lui l'histoire. Ouais, c'était absolument violent dans son côté positif et dans son côté négatif. Forcément, Perspective démente est loin devant. Mais toutes les campagnes le sont aussi. Prague aussi, c'était dur de redescendre un petit peu. Dès que vous vous investissez sur la durée dans une histoire avec votre personnage et avec les autres personnages, forcément c'est toujours plus difficile de lâcher. C'est comme quand vous finissez cette question, le dit au début, à la fin d'un film, la fin d'une série, vous perdez quelque chose. J'irai pas jusqu'à dire que vous perdez un ami ou un membre de votre famille, mais il y a quelque chose qui vous est retiré, et du coup c'est ça que moi des fois je ressens par rapport notamment au format long qu'on peut avoir. Donc, imaginez pour des formats encore plus longs comme les Mémoires du Mythe, mais je crois que ce n'était pas le sujet. Moi, en tant que MJ, à chaque fois que je termine une campagne, j'ai ce gros sentiment de vide, forcément, parce qu'il y a beaucoup d'implications. Mais en tant que joueur, celle qui m'a vraiment laissé un gros vide émotionnel pendant très longtemps, c'est Prague la Maudite. Elle m'a vraiment secoué dans tous les sens, outre le fait qu'en plus de ça c'est une enquête, et généralement les enquêtes je m'enfonce assez profondément dans le terrier avec la réflexion, parce que j'adore les enquêtes, mais en plus de ça émotionnellement c'était tellement fort, c'était tellement on s'est tellement imprégné de cette saison et de cette campagne et de ces personnages que c'est vraiment celle qui m'a marqué pendant très longtemps, et c'est pour ça que c'est ma préférée d'ailleurs. Alors on va pas se mentir, je joue quand même souvent des tarés psychopathes, des personnages imbus d'eux-mêmes. Bon, j'aime bien ça, hein, mais c'est vraiment l'opposé par rapport à ma personnalité, enfin j'espère, en tout cas. Et après, ouais, non, ça va être surtout l'environnement du tournage, du lieu, de l'ambiance quoi, globale qui est dur à quitter, je dirais. C'est plutôt ça qui est dur à quitter. Alors oui, bien sûr, pour moi c'était la fin de Cthulhu no Kami. C'était triste de terminer cette aventure qui a duré quand même pas mal de semaines avec Tetsuo et Yoshitaka. C'était pas forcément évident, mais bon, Gérard Bardin il a vécu sa meilleure vie à côté avec les enfants et avec Go. Le fait que ça se termine avec la triste fin de Yoshitaka et le fait que Tetsuo ne meure pas, qui était aussi une triste fin je trouve. Voilà, c'était une belle aventure et ouais, j'espère pouvoir revivre des trucs similaires. Existe-t-il une playlist des musiques utilisées dans Sombre Machination ou les lives ? Non, ce sont des musiques d'Epidemic Sound, vous pouvez y aller, les rechercher, vous les retrouverez, vous tapez par horreur ou des trucs comme ça, vous les retrouverez. Je ne me vois pas faire une playlist des musiques alors que ça m'appartient pas, c'est une utilisation qui, je crois, est permis, mais bon, pas terrible quoi. Donc voilà, vous pouvez les retrouver là-bas.
À l'époque d'Arkham PI, Maxime avait évoqué le projet de nous faire vivre des JDR dans diverses villes de l'univers de Lovecraft. Il me semble que Kingsport avait été cité. Cela serait-il toujours envisageable dans le cadre d'un sombre machination, justement dans l'ambiance années 20 ? J'aime bien l'idée, j'aime bien cette idée-là, toujours. Je sais pas. Dans sombre machination... Peut-être, je sais pas. On a fait les contrées du rêve, techniquement. Mais ça n'a pas tant plu aux gens. Enfin, c'est pas que ça n'a pas tant plu aux gens, mais les gens n'ont pas tant regardé. Je pense que les gens qui ont regardé ont kiffé les contrées du rêve. Mais voilà, je sais pas. Franchement, ça serait intéressant à voir parce que c'est vrai que Kingsport est trop cool. Il me semble qu'on ne voit plus trop certains membres de l'équipe. J'imagine que ce n'est pas toujours évident de se rendre disponible pour les tournages. Alors, il y a des gens qui ne font plus partie de l'équipe parce qu'ils ont été eh bien, tout simplement remerciés, on va dire. Donc voilà. Et il y en a d'autres qui sont effectivement plus trop disponibles. Généralement, c'est assez... transparent, si vous nous posez la question notamment dans un live ou des trucs comme ça, vous aurez la réponse, hein, ne vous inquiétez pas. Maintenant, c'est pas... moi j'ai pas envie de tomber non plus dans... Alors la diffamation c'est un grand mot, mais j'ai pas envie non plus de tomber dans le drama. Il y a des gens, écoutez, on n'est plus en accord politiquement. Il y a des gens, on n'est plus en accord socialement. Il y a des gens, c'est juste, ils ont une attitude pas cool à un moment et voilà, c'est tout. Puis il y a des gens qui juste, c'est la distance de la vie, vous voyez ce que je veux dire ? Donc non, je vais pas rentrer dans le drama et vous faire une liste ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est pas très intéressant. Je préfère me concentrer sur le fait que là, on essaie de... Enfin, moi, en tout cas, mon point de vue dans Globtopus, c'est d'amener de nouvelles personnes régulièrement, de découvrir de nouveaux profils, nouveaux horizons, etc. Et je pense que là, on est littéralement à une des périodes où il y a le plus de gens actifs dans Globtopus, d'horizons différents, etc. On arrive quand même à avoir beaucoup de joueuses, c'est con, mais c'est pas fréquent dans le monde du JDR. C'est un effort que moi j'essaie de faire particulièrement, de mettre en avant des joueuses, pas tout le temps des joueurs. Donc voilà, et je pense que on va continuer là-dessus et à essayer de permettre aux gens d'avoir des profils vraiment différents lors des parties pour avoir une représentation, on va dire, plus saine globalement et montrer un petit peu ce qu'on aimerait voir dans le monde du JDR, tout simplement. Un Globy Hangar, oui, mais pourquoi faire de plus qui n'a déjà été fait ? Alors, le Globy Hangar, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est que là, on a un hangar qui fait 220 mètres carrés, qui nous permet de faire pas mal de trucs. Pourquoi ? Déjà, en fait, ça va permettre énormément de choses pour les lives. Ça va permettre de faire des lives avec des décors, des lives plus tranquille et plus sympathique à préparer pour moi que préparer le truc dans mon bureau où je dois tout chambouler, remettre, etc. C'est un bordel à chaque fois. Ça permet aussi de faire des enregistrements autour d'une table dans un environnement adapté, donc ça c'est pareil, c'est cool. Ça permet de stocker, juste stocker, vous vous rendez pas compte de la quantité de costumes, accessoires et matos techniques qu'il y a, et 220 mètres carrés, ça sera bien utilisé pour ça. Ça permet d'avoir un atelier, comme je le disais tout à l'heure, et ça permet, si on veut faire du merch, si on veut faire des trucs comme ça, de stocker des éléments pour pouvoir vous les envoyer par la suite. Ça permet aussi de préparer des costumes grâce à l'atelier, préparer des éléments de décor grâce à l'atelier, et aussi d'avoir un studio de tournage si on veut tourner certaines saisons qui ne pourraient pas être tournées autrement. Par exemple, une saison avec des nains dans une mine type Moria, faut que ça soit fait en studio. Ça n'est pas possible de le faire ça dans une mine, parce que les mines comme la Moria n'existent pas. Je sais, c'est terrible, mais c'est vrai. Vous est-il arrivé d'arrêter l'enregistrement parce qu'un ou une joueuse était complètement à côté de la plaque ? Oui et non. Il y a des moments où il y a des incompréhensions, c'est normal. Souvent c'est dû parce que on n'est pas sur la même longueur d'onde à un moment donné. Moi je vais décrire un truc et négliger quelque chose, ou même moi faire l'erreur dans ma description de dire un truc pas de la bonne manière, la personne ne comprend pas. Généralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on refait tout simplement. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque, c'est pas arrivé beaucoup de fois et c'est généralement juste on éclaircit sur le moment, on refait et il n'y a pas de mal. Enfin, je veux dire, ça arrive à tout le monde d'avoir un moment d'inattention ou que moi j'explique mal. Ça arrive, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas forcément la responsabilité de la joueuse, hein. Quelle part du RP de sombre machination et du background préécrit sur les persos des joueuses et quelle est la part est improvisée par le ou la joueuse ? À beaucoup de moments, les joueuses parlent d'un personnage ou de leur passé tellement en détail et presque sorti de nulle part que c'est à se demander si vous avez effectivement prévu ça ou si c'est de la full impro vraiment très bien gérée. Les personnages sont écrits par moi pour les joueuses et adaptés par rapport au scénario. Maintenant, moi je suis ouvert à l'improvisation sur des éléments comme ça. Si ça va pas, on va arrêter et je vais dire attendez, ça peut-être pas parce que c'est pas possible, t'as pas de frère, machin. Vous voyez ce genre de truc là.
voilà. Souvent, je les laisse largement interpréter comme ils veulent. Voilà. Donc, je dirais qu'il y a 90% des informations qu'ils vont donner qui font partie de leur ERP, enfin de leur background, pardon, préécrit. Et il y a une part d'improvisation comme ça sur des éléments qu'ils amènent. Mais ouais, c'est important qu'ils puissent interpréter comme ils souhaitent et d'improviser un petit peu des éléments. C'est toujours cool, je trouve. Surtout quand je leur pose des questions directement, souvent c'est le moment d'improviser. Y aura-t-il un nouveau projet de campagne sur plusieurs timelines à l'image de Dans l'abysse du temps ? Là, tout de suite, c'est un peu compliqué, mais je pense que oui. J'aimerais bien, j'ai une idée qui est cool, etc. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais oui. Comment arrivez-vous à vous plonger à ce point dans vos différents personnages ? Est-ce que vous avez des astuces ? Alors moi déjà, je pense qu'il y a un des éléments qui est important, c'est que les personnages sont écrits pour les joueuses. Donc généralement, moi je fais en sorte que ça corresponde aussi à comment ils jouent, comment ils sont, et des choses qui sont pas forcément confortables pour eux, mais où je sais qu'ils peuvent le faire. Donc ça c'est important. Et en termes d'astuces, moi je dirais de se concentrer sur le fait d'être assez naturel, de se ramener à des éléments de personnages déjà existants dans des fictions ou des choses comme ça, et créer des petites habitudes, des tics de langage, à créer des schémas dans sa tête de comment réagirait le personnage, etc. Ça va vraiment vous aider, mais surtout de ne pas essayer d'en faire trop. C'est vraiment des trucs, c'est vraiment des conseils de base. Vous n'êtes pas des acteurs, vous êtes des joueuses, donc jouez. C'est un truc que j'adore faire, de devenir un peu quelqu'un d'autre l'espace de quelques heures, et c'est aussi pour ça que je fais du JDR, donc je pense que c'est pas quelque chose que je trouve particulièrement difficile de me plonger dans un personnage, mais même si c'est un personnage qui est très éloigné de moi, typiquement la Jean-Claire dans l'Engeance du Chaos a pas grand-chose à voir avec qui je suis, mais je leur donne toujours une petite partie de moi sur laquelle je peux me reposer quand je sens que mon jeu est en train de flancher. Mais après, c'est vraiment agréable de devenir quelqu'un d'autre l'espace d'un moment. Donc je pense que c'est ça aussi. Je pense qu'il faut se laisser devenir un peu quelqu'un d'autre et se laisser aller au personnage. C'est pour ça que parfois on s'engueule, nos personnages s'engueulent premier degré, ou pleurent, ou ont des vraies émotions parce que c'est... On parle souvent de la différence entre... est-ce qu'on est des acteurs ou pas ? Je dirais que pas vraiment, parce qu'en fait, on devient un petit peu des personnages. En général, c'est un processus qui est un peu un processus de feignant. J'essaie de me focaliser vraiment sur des petits détails. Que ce soit un mot qui est très fort dans le background du perso que Maxime nous donne, ou même un objectif qui clairement sort des notes par rapport au reste de ce qu'on peut lire quand on reçoit notre personnage. Imaginons, je sais pas... vous cherchez désespérément à retrouver votre fille, ou alors vous suivez la trace d'un tueur, ou tout simplement vous avez besoin de retrouver quelque chose, un objectif qui est fort et en fait qui va juste driver votre personnage et lui donner une motivation pseudo-naturelle qui va du coup être naturelle. Vous devez juste vous accrocher à l'objectif, tenter de pas le lâcher, même si des fois en fait peut-être que l'objectif va changer quand vous aurez retrouvé ce que vous cherchez, si c'est une recherche, ou bien parce que peut-être qu'on vous fera changer, les personnages avec qui vous allez interagir ou les PNJ vont provoquer chez vous un changement dans la manière dont vous vivez ça. Mais principalement je me raccroche à des mots, une phrase forte qui pourrait être un peu un résumé du personnage, parce que je trouve ça beaucoup plus facile que de devoir vraiment prendre en considération tout ce qui est contenu dans le background. En vrai, il y a plein de détails, ils sont super importants, mais d'autres vraiment qui sont hyper importants plus que d'autres, où ça va vraiment être l'essence même de votre personnage, et du coup si vous arrivez à l'ancrer dans la manière dont vous interagissez avec les autres, la plupart du temps ça se passe bien. Pour mieux incarner un personnage, personnellement, moi je conseille de vraiment beaucoup jouer avec plein de gens qui sont très très différents, et incarner des personnages qui sont très très différents, même pour le fun. Ça vous permet de construire une librairie de personnages qui est hyper intéressante, et aussi de se caler sur des personnages fictifs qui existent déjà, prendre des caractéristiques principales de ce personnage et de se coller dessus très très souvent une fois que t'es perdu dans le RP et compagnie. Par exemple, Indiana Jones, tu prends les 3 éléments qui font ce qui est Indiana Jones, c'est le plus important, et tu te raccroches dessus sans arrêt pendant que tu joues. Et aussi la musique quand
quand on est hors jeu, ça permet vraiment de se focaliser, continuer de penser à ce que fait le personnage. C'est généralement ce que je fais. Bah alors là, pour le coup, c'est beaucoup de lecture, que ce soit sur internet ou dans des bouquins, tout ce que vous voulez, en termes de lecture, pour vraiment avoir la psychologie, je dirais. Vraiment la logique, tout ça. Beaucoup de relecture de la fiche de personnage également. Pour la présence physique d'un personnage, j'ai tendance à beaucoup me plonger dans un ou plusieurs personnages issus de films ou de séries, et d'essayer de copier les mimiques, d'avoir les types de langage, la manière de parler, etc. Plein de petites choses comme ça. Je dis pas que c'est parfait, mais voilà, par exemple, si on prend la saison Sinistre Prison, j'avais du coup pris quelque chose d'Ed Kemper, plutôt évident, et également de Johnny Quid, de Rock'n'Rolla, pour le côté un peu déjanté, taré, mais en même temps intelligent et une volonté, une âme d'artiste. Et je trouvais que ça collait bien par rapport au personnage. Alors c'est une bonne question, difficile à répondre. Je pense que pour les saisons de Slow-Mo Machination, le fait d'être en costume dans un décor aide beaucoup à se plonger dans son personnage. Et un autre truc, je pense qui aide beaucoup, c'est le fait de connaître de mieux en mieux les autres membres de l'équipe. Ça aide beaucoup, je trouve, à se détacher de nous-mêmes, accepter le fait que si jamais on va mal se parler ou se chier dessus, c'est pour l'histoire, c'est pas pour de vrai. Et du coup, ça aide beaucoup plus à se dire, ok, dans la vraie vie, je suis Geek-Mou, mais là, ce soir, je suis Théobald, et je suis accompagné de mes deux compagnons, et on va vivre une aventure peut-être terrifiante, mais on est ensemble dans le même bateau, et je trouve que ça aide beaucoup à se mettre dans le personnage. Après Le Seigneur des Anneaux, il reste en fantasy un autre grand cycle, celui du Disque Monde, et un JDR dans cet univers sur le système GURPS existe. Alors, il y a mieux, il y a le JDR du Disque Monde, qui littéralement est amené en France là par Arcane Asylum. Voilà, je ne suis pas payé pour en parler, je précise quand même, mais voilà, je le dis. Une chance de voir un jour une partie, oui, carrément, ça serait cool. Une équipe du gay qui est en quête dans Hank Morkpork, ça serait cool. Écoutez, moi j'aimerais beaucoup, avec Arcane, on aimerait bien faire quelque chose aussi, donc je pense que oui, ça se fera, un live JDR, quelque chose comme ça, c'est carrément possible. Comment sont choisis les joueuses sur les parties et le scénario est-il fait en fonction des joueuses choisies? Rarement en fonction des joueuses choisies. Mais souvent les joueuses sont choisies par rapport à du coup leur disponibilité et leur aptitude à jouer tel ou tel rôle. Donc par exemple ça va être genre putain, Eric est dispo, c'est ses trouilles aussi, ok, on peut faire ça à tel endroit, d'accord, tiens, et je vais écrire par rapport à ce qu'ils savent jouer en fait, tout simplement. Donc par exemple Eric, il y a des types de personnages où il est trop bon, et tout le côté dramatique et tout, c'est très cool pour Eric, et c'est ses trouilles, voilà, je sais que ça va être du feu et une trahison, et là elle m'en veut d'avoir dit ça. non, mais voilà, je vais adapter par rapport à ce qu'ils savent faire dans ce sens-là. Mais souvent, c'est choisi par rapport aux disponibilités, on va pas se mentir, principalement. Et là, en ce moment, on essaie de choisir dans le fait de faire des groupes un peu variés, etc. Ce qui ne marche pas forcément. Quelles optimisations ont été mises en place au fur et à mesure des saisons de Sombre Machination pour simplifier les tournages, le montage, etc. Alors, pour les tournages, en fait, au début, on s'était dit, tiens, ça serait trop bien d'avoir une caméra d'ensemble. Sauf qu'on pouvait pas le faire, ça marchait pas. Donc, on a eu une caméra volante. Au tout début, c'était Victor, et puis il y a eu CC Trouille aussi, qui faisait cette caméra volante. Et en fait, on est resté sur ça pendant très longtemps. Et c'était cool parce que Alexis, par exemple, qui a fait ça pendant la majorité des saisons, il s'était vraiment bien entraîné à cibler les personnes qui parlent, etc. Le problème, c'est qu'à un moment, on a changé les micros, c'était plus ces micros-là, c'est devenu les petits micros, et maintenant des micros qui sont même pas visibles. Et là, c'est devenu une catastrophe, c'est-à-dire qu'Alexis ne pouvait pas anticiper. Il n'a pas de super pouvoir, Alexis. Il peut pas regarder la caméra et en même temps voir les joueurs et deviner qui va parler, etc. Donc du coup, en fait, on s'est retrouvé avec des plans de caméra volante qui avaient finalement peu de chances de réussir, ce qui était assez frustrant au montage. Je pense que pour Alexis, c'était frustrant aussi, honnêtement, à filmer. Et du coup, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que grâce au Tipeee, on a pu investir et avoir une caméra par joueuse, plus une caméra d'ensemble, plus des petites caméras d'ensemble, plus une caméra MJ. Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut pour faire les plans. Donc ça, c'est une optimisation, certes, au tournage, mais surtout au montage. Ça fluidifie le montage de ouf. Il y a 100% des plans qui sont exploitables
et du coup ça permet de varier, etc. Et c'est trop bien. L'autre élément qui a été vraiment fluidifié, c'est le fait que maintenant, grâce au Tipeee, on peut défrayer les gens. Au début des saisons de Sombre Machination, tout le monde mettait de sa poche pour louer les Airbnb, prendre les décors, prendre les éléments de costume, le matos, etc. Maintenant, c'est plus le cas. Donc ça, c'est grâce à vous, encore une fois, que c'est possible et qu'on peut faire tenter des choses qu'on n'aurait jamais tenté avant. Et là, le studio de tournage va encore optimiser les choses, etc. L'autre élément qu'on a optimisé, c'est le fait qu'on se permette de faire des saisons 1 ou 2 joueuses plutôt que d'avoir forcément 3 joueuses, qui est beaucoup et qui n'est pas forcément un point positif pour les saisons. Voilà. Après, il y a eu plein d'autres améliorations que je ne connaîtrais pas forcément parce que ça s'accumule tellement, je les vois plus. Pensez-vous un jour à vous associer à une maison d'édition pour créer votre propre jeu de rôle? Ouais, moi je peux vous le dire, c'est déjà en cours par rapport à certaines choses. Je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais on fait déjà des partenariats. Par exemple, il y a ceci dans l'obscurité de la crypte, comme vous voyez, c'est marqué Maxime Robinet de Globtopus, qui est au 12 singes, qui est disponible, qui est un scénario que j'ai écrit et même illustré, si je dis pas de bêtises, il y a un plan. Ça c'est moi qui l'ai fait. Et du coup il y a le petit logo Globtopus. Donc ouais, il y en aura des partenariats comme ça. Il y a déjà un scénario Vampire la Mascarade avec Arcane Asylum, donc oui, c'est prévu, il y aura des choses. Un JDR d'horreur dans le monde maghrébin / oriental est-il possible? Oui, maintenant il faut pas que ça devienne le côté, je sais pas comment vous dire, appropriation du truc, ça doit être bien fait, comme on l'a fait, enfin comme je l'ai fait, j'espère, en tout cas pour Cthulhu no Kami. Mais oui, c'est un monde que j'adore, il y a beaucoup d'éléments très intéressants. Je l'avais déjà un peu exploré légèrement dans, comment ça s'appelle, dans la campagne Hunter, mais oui, on y reviendra, je pense. Il y a énormément de choses très intéressantes en termes de folklore, de légendes, etc. C'est trop bien, et puis même visuellement, c'est un endroit que j'adore. Pensez-vous faire plus de contenu Cthulhu ou Delta Green hors de l'Europe ou des USA du Nord à l'avenir? Oui et non. C'est un peu compliqué en fait, c'est qu'après il faut le placer à un endroit, se renseigner sur l'endroit, c'est pas forcément facile, ça prend du temps, et il y a un côté, au-delà d'être inconfortable dans le sens, il faut apprendre des choses quoi, il y a un côté, il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est dangereux, parce que par exemple sur Cthulhu no Kami, je l'avais dit, moi je suis pas un expert dans le Japon, donc je me suis bien renseigné pour pas dire n'importe quoi et pas rentrer dans le débile quoi, mais ça prend du temps et c'est... Faut pas faire n'importe quoi, donc c'est plus compliqué à mettre en place. Mais oui, pourquoi pas, franchement oui. Des nouvelles du Seuil de l'étrange et des enquêtes troublantes, est-ce que vous travaillez toujours dessus? Peut-on encore espérer une sortie un jour? Alors ça c'est un peu hors sujet, mais je vais répondre parce que des gens posent des questions régulièrement. Comme je le dis, très régulièrement en live, il y aura des nouvelles quand il y aura des nouvelles. Oui, je travaille toujours dessus. Est-ce qu'on peut espérer une sortie un jour? Oui. Est-ce que je travaille dessus en ce moment même? Oui. Est-ce qu'il y a des nouvelles qui arriveront cette année? Normalement oui, mais encore une fois, c'est un projet qui prend énormément de temps, c'est comme ça, voilà. J'ai pas d'autres éléments à vous dire, mais sachez que clairement ce ne sont pas des projets abandonnés du tout, et que je peux vous dire que là, ce mois-ci, en janvier, en février, j'ai bossé dessus, en mars aussi, donc oui, ça arrive. Comment arrivez-vous à équilibrer le libre arbitre des joueurs et la direction souhaitée par le MJ? Ça s'appelle le game design en fait. Tu vois, quand dans un jeu vidéo tu entres dans une pièce et qu'ils veulent que tu ailles à un endroit, c'est exactement pareil quand tu fais une partie de JDR. Et il y a aussi le fait que les personnages sont écrits par le MJ. Donc en gros, moi ils ont déjà des objectifs qui correspondent au scénario, à ce que je veux leur faire jouer. Donc c'est déjà préparé pour ça. Mais ouais, c'est du game design tout simplement. Donc en gros, c'est le fait de dire, vous entrez dans une pièce, il y a une porte qui est entrouverte, où il y a une petite musique qui se joue, les autres portes sont fermées, généralement ils vont aller vers une petite pièce où il y a de la musique qui joue, ça c'est aussi simple que ça. Est-il déjà arrivé qu'une partie de JDR se soit soldée par un échec, c'est-à-dire des joueurs complètement perdus dans le scénario, une ambiance qui ne prend pas? Oui, lorsqu'on a fait des tests pour Sombre Machination, au début il y a 3 saisons qui ont été abandonnées Ouais, 3. Parce que c'était pas fou. Il y en a eu d'autres après. Ça arrive, il n'y a pas de souci. On n'est pas parfait, mais le but c'est de vous donner un contenu qui est très travaillé. Donc c'est aussi pour ça que quand on tourne, on veut avoir la possibilité d'échouer. C'est très important pour moi qu'il y ait toujours cette possibilité de dire non, on le fait pas. Donc c'est pour ça qu'on passe sur un rythme plus lent de publication, parce que ça permet de prendre plus le temps de faire quelque chose de parfait, peut-être pas, mais en tout cas qualitatif.
Et du coup, il y avait une saison notamment où l'ambiance était pas, je sais pas comment vous dire, ça matchait pas quoi, c'était pas là, c'était avec Eric, on avait fait un truc et c'était, je sais pas, le scénario ça rendait rien quoi. Et Eric a bien joué, il y avait des moments de RP sympas, mais ça marchait pas, c'était pas terrible. Combien de temps dure le tournage d'une partie complète comme celle avec les tueurs à gages ? La partie complète, généralement, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est juste qu'il y a des moments, là par exemple dans la partie, donc je pense que tu parles du prix de la damnation. Dans le prix de la damnation, ce qui était compliqué, c'est que régulièrement les joueuses devaient sortir de la voiture, etc. Mais en gros, tout le tournage a duré une journée, tout simplement. Ce qui est très long, c'est la préparation, l'organisation, le montage, tester les costumes, trouver la date, préparer le décor, préparer le setup, cadrer, etc. Préparer les lumières et tout ça. Sur cette saison-là, c'était plus simple quand même parce que c'était en extérieur, techniquement, tout dans une voiture, donc il y avait un gros setup, mais ça allait quoi. C'était pas très très long. Et des fois, il y a des tournages qui sont sur plusieurs jours. Je rappelle par exemple les Terres d'Aldor, c'était tourné sur 3 jours, techniquement, plus que ça en vrai, mais bon bref. Alors, on va dire une semaine et 2 jours, étalés sur 1 mois et demi. On a pris notre temps, mais en même temps, on a dû aller en haut d'une montagne, faire l'escalade jusqu'en haut de la montagne, etc., installer le matos, tout tourner, etc. Avant, on a dû préparer le costume, tu vois, ça, et ensuite, il y a eu d'autres tournages à d'autres endroits, etc. Donc ça prend du temps, c'est plus la partie organisation qui prend du temps. Après le tournage, faites-vous un débrief, quels sont les points abordés. On en a fait, maintenant on en fait moins. Le débrief, c'est plus on discute ensemble, souvent c'est ce que vous avez à la caméra. Voilà. Après, il y a des discussions aussi sur comment s'est passé le tournage, etc. Mais souvent ça se passe très bien, donc bon. Mais oui, il n'y a pas vraiment de... S'il y a des problèmes, on en parle, quoi. Mais c'est rare. Bonjour, est-ce que vous arrivez à vivre de YouTube ou vous faites des jobs à côté ? Alors, je suis la seule personne de l'équipe qui vit de YouTube, je mets des guillemets, moi je suis artiste-auteur, et du coup, y a une partie de mes revenus, c'est littéralement les revenus pub de YouTube et les revenus de Twitch, parce que c'est un contrat qui est à mon nom. Les revenus principaux, c'est-à-dire les revenus de Tipeee, les revenus des liens Philibert par exemple, ça va sur l'association Globtopus. Donc en gros, ça c'est pas mon argent, moi j'y touche pas, c'est pas à moi, voilà. Maintenant, les gens de l'équipe et moi-même, on est bénévoles, c'est-à-dire que quand moi je travaille pour Sombre Machination, je ne suis pas payé, c'est pas le but. Et donc voilà, on fait tous des jobs à côté. Techniquement, moi je fais un job à côté, c'est artiste-auteur, et donc une des revenus, c'est YouTube et Twitch, mais mes autres revenus, c'est avec des clients, etc. Enfin voilà. Donc pour ce qui est des jobs à côté, tout le monde fait des jobs très variés, t'inquiète pas là-dessus, il y a de tout. Mais oui, personne n'en vit, et même si moi je devais vivre que de ça, ça serait compliqué. Est-ce que vous cherchez des gens pour votre équipe technique joueureuse ? Alors oui et non, c'est-à-dire que généralement, là à l'heure actuelle, on a quand même pas mal de gens, on essaie de faire des tests régulièrement avec des nouvelles personnes et tout, mais là on commence à avoir beaucoup de gens, donc on va ralentir un petit peu. Après, si vous avez des profils techniques, ça peut être très intéressant parce qu'on a personne qui est technique, il n'y a que moi qui fait un aspect technique sur les tournages, c'est moi qui m'en charge, donc ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un effectivement de spécialisé. Depuis quand vous vous connaissez tous entre vous ? Honnêtement, ça c'est impossible à dire. La personne que je connais depuis le plus longtemps, c'est CC Trouille, que je connais depuis 13 ans, 14 ans, un truc comme ça. Et après les autres, Eric par exemple, je le connais depuis 2013. Mais il y a des gens, je les connais depuis 1 an, donc c'est très très varié, et eux-mêmes se connaissent entre eux en fonction des tournages qu'ils ont fait ensemble, donc c'est compliqué comme sujet. On se connaît pas forcément tous depuis très très longtemps, mais Mascoc, Eric, CC Trouille, c'est des personnes que je connais depuis quand même pas mal de temps. Vous vous êtes rencontrés comment ? Alors c'est pareil, ça c'est très compliqué à dire. En gros, la majorité des gens de l'équipe, on s'est rencontrés lors d'un tournage, parce qu'ils sont venus à un tournage, parce qu'ils ont regardé les lives ou qu'ils regardaient les contenus. C'est le cas pour Eric, c'est le cas pour quasiment tout le monde, sauf CC Trouille, qui est une amie d'avant que Globtopus n'existe. Maxime, ça t'arrive de ne plus être inspiré pour tes scénarios ? Si oui, comment tu fais pour retrouver ton inspiration ? Ouais, il y a des moments un petit peu, t'es en mode je sais pas trop ce que je vais faire. Généralement, tu regardes des films, tu lis des livres, tu joues à des jeux, tu regardes des vidéos YouTube, et puis ça va te faire ah putain, elle était trop bien cette scène, ça serait trop cool de la faire. Et puis voilà, ça y est, ça repart. Faire des balades dans la forêt, c'est trop bien. Balade en voiture, trop bien. Écouter de la musique, prendre un bain.
plein de méthodes pour s'inspirer, c'est ça le principe, et il faut surtout pas se limiter, se forcer à trouver des idées, elles viendront toutes seules, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Faire des câlins à des chats, ça marche aussi. Est-ce que vous prévoyez un jour des projets impliquant la communauté, du style lancer une West March et voir comment ça progresse? Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, les West March, c'est vraiment des scénarios où il y a plein de personnages qui peuvent interagir, et c'est pas très important, c'est pas la même équipe, etc. Et donc voilà. C'est trop compliqué et trop foireux. On a déjà fait des scénarios où il y a pas mal de joueuses comme sur DCC, je trouve que c'est déjà pas mal. Le côté communauté, moi il y a des idées qu'on a et que j'ai de côté depuis pas mal de temps. Je sais pas, j'aimerais bien faire un truc un peu plus comme ça sur Globtopia et tout, mais là tout de suite j'ai pas le temps à y accorder, peut-être par la suite. Comme il va y avoir une saison de Delta Green tournée aux USA, est-ce qu'il y a pour projet d'un jour faire une saison dans un autre pays, au Japon pour Cthulhu no Kami ou encore Amérique du Sud, etc. Ça serait très intéressant, mais il y a déjà eu d'autres pays. On a déjà tourné en Belgique, on a déjà tourné en République tchèque, on a déjà tourné techniquement en Suisse, je crois, pour l'interrogation. On va tourner en Angleterre, voilà, Italie aussi. Donc oui, il y aura d'autres tournages autre part qu'en France. Vous inquiétez pas. Maintenant, Japon, ça me paraît très très cher. Amérique du Sud, je ne connais pas, donc il faudrait que tu y ailles avant. C'est ça qui coûte cher aussi, je dois faire du repérage. Alors c'est cool, hein, pour moi ça me fait des vacances, mais c'est cher. Donc je peux pas forcément avancer l'argent si facilement. Je me demandais si des versions audio des Sombres Machinations présentes sur YouTube seraient possibles. Alors il y a déjà des Sombres Machinations qui sont full audio. Maintenant, faire des versions audio de Sombres Machinations, je vais le faire. Faut que je prenne le temps de le faire. Mais le problème, c'est que je pense qu'il y a plein où ça marchera pas, parce qu'il y a plein de trucs où ils font des signes, des trucs comme ça, et c'est pas très compréhensible. Donc j'espère que ça passera, mais je ne suis pas certain. Malgré le concept effrayant, mystérieux et Lovecraftien de l'émission, donc de Sombres Machinations, penses-tu faire un jour une saison sur un ton un peu plus neutre, voire humoristique, bienveillant? Je pense que ça existe déjà. Je pense que Massacre à Lucent Lagoon, il a un côté un petit peu plus rigolo. Même Zombie, il a ce côté un petit peu plus léger. Donc oui, ça existe déjà. Il y a plein de saisons qui sont pas forcément super hardcore, dark. Voilà, il y a quand même des saisons un peu plus légères. Voilà, toutes les saisons ne sont pas comment ça s'appelle, Vacances brumeuses ou voilà, mais même Un homme sans histoire, c'est un peu rigolo, non? Je sais pas. Peut-être moi qui ai un sens de l'humour particulier, je sais pas. Pourquoi ne pas finir quelque chose avant de commencer une nouvelle? Je parle notamment de la campagne Les Masques de Nyarlathotep que je trouvais génial. C'est pas la première fois et c'est pas une critique, mais je trouve ça dommage. Alors Les Masques de Nyarlathotep n'est pas abandonné du tout. C'est juste que ça prend du temps à finir. Vous étiez habitué à un rythme très soutenu parce qu'il y avait Ez qui faisait le montage. Maintenant c'est moi qui fais le montage, donc il va falloir patienter. Il y aura une saison par an, je pense. Mais du coup oui, c'est plus lent, j'en ai conscience. Maintenant c'est pas abandonné. Les saisons abandonnées ont souvent été abandonnées parce que les gens ne regardaient pas. Je pense par exemple à Bidule. Les gens ne regardaient pas, donc au bout d'un moment, moi je fais le contenu pour les gens. Si les gens ne regardent pas, je vais pas me maintenir dans le fait de faire un contenu que personne ne regarde. Je veux bien faire des trucs que moi j'aime, mais si les gens suivent pas, les gens suivent pas. C'est pareil pour Moss Ritter, les gens ne regardaient pas. C'est pareil pour Terrible Périple, les gens ne regardaient pas. Sing from the Flood, les gens ne regardaient pas. Donc au bout d'un moment, c'est ça le truc, c'est si vous ne venez pas au live et que vous attendez les rediffs, déjà ça, c'est un indicatif que vous n'êtes pas intéressé pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les chiffres qui parlent. Si on commence la campagne avec 300 viewers et qu'au bout de l'épisode 3, on est à 120 viewers, du coup c'est moins que quand je fais un live sur un jeu d'horreur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je suis en mode oui, ça les intéresse pas. Faut comprendre que ça marche comme ça en fait. Si vous aimez une campagne de JDR, venez au live JDR, même si c'est juste le début. Ça montrera votre support, etc. Et parlez-en, et voilà. Et pareil, commentez les campagnes que vous aimez, parce que ça montre que vous avez de l'intérêt pour. Mais voilà, combien de gens là dans les commentaires vont dire j'ai vu Moss Ritter, j'ai adoré, etc. Pas tant, je pense. Il y a beaucoup de gens qui l'ont raté cette saison, alors qu'elle était trop bien. C'est pas moi qui choisis le succès ou non des formats. Maintenant, il y a des formats qui vont continuer de toute façon, les Trains de la Nuit, les Masques de Nyarlathotep, Sombres Machinations, mais on peut pas faire ça partout. Faut qu'on a du temps, du budget aussi, tout simplement, et du coup moi je gère par rapport à ça, et je veux proposer de nouvelles choses régulièrement pour justement voir s'il y a des trucs qui matchent plus avec le public, et je peux pas tout faire tout le temps.
Voilà. Par contre, je le dis, les masques de Nyarlathotep, les mémoires du mythe, donc, ce n'est pas abandonné, ça continue, ne vous inquiétez pas. Où vous voyez-vous dans 5 ans? En 2030, on va voir. J'ai pas envie d'être pessimiste et de parler de tout ça, mais quand on voit l'état écologique, on va dire, du monde, l'état politique du monde, la montée du fascisme et de l'extrême droite, etc., j'ai peur. J'espère que ça ira mieux dans 5 ans. Je l'espère sincèrement. Je ne sais pas. Et donc, voilà. Je ne sais pas où je serai dans 5 ans. Je ne sais pas où on sera non plus. Combien de temps prenez-vous pour vos scénarios? Tu peux me tutoyer. C'est très variable. Il y a des scénarios qui ont été écrits en quelques heures, d'autres qui ont mis des mois. Par exemple, Cthulhu no Kami, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce que je voulais raconter. Une fois que j'ai trouvé ce que je voulais raconter, j'ai été très vite. Mais par contre, il y avait beaucoup de temps de lecture de textes sur les yokai, les yurei, etc. Donc c'était très long à écrire. L'étreinte de la nuit, c'est assez facile parce que j'ai écrit la campagne, l'idée de la campagne, ça restait le même. Et juste, je m'adapte à ce que ces trouilles veut faire, ce qu'elle fait, je réagis et j'amène les éléments. Donc c'est assez facile à écrire. Je dirais que ça met peut-être par épisode une paire d'heures à tout caler, quoi. Et pour Sombre Machination, c'est très très variable. Il y a des saisons, genre Vacances brumeuses, ça a mis quelques heures à écrire. À côté de ça, je pense je sais pas, l'Abysse du temps, c'était très long à écrire parce que c'était un bordel, toutes les saisons qui s'entremêlent, etc. C'était très très long à écrire. Donc ouais, c'est très très variable, je dirais entre 2 heures et 1 mois complet. Donc voilà. J'ai vu beaucoup de fois CC Trouille trahir, mais est-ce qu'elle s'est déjà fait trahir par quelqu'un contre elle? Alors pour la question de la trahison, on a compté une fois combien de fois j'avais trahi et combien de fois Eric avait trahi, et on était franchement pas si... Là je pense que bon, il y a eu des nouveaux trucs depuis, mais finalement, pardon, mais rappelez-vous des sushis de Federico, et régulièrement il fait le traître dans la maison des poupées, c'est qui le traître, c'est pas moi. Hein. Après être traître avec Eric, ça c'est incroyable, je dirais que ça. Vos persos ont toujours tellement de force, de présence RP au top, d'accord, mais pas que. Qui les crée? Toi, les joueuses, ensemble, combien de temps ont-ils pour se approprier? C'est moi qui crée les persos, en tout cas dans Sombre Machination, majoritairement c'est moi qui les crée. Je les crée pour eux. Enfin pour elle. Donc voilà. Donc souvent j'en parle et tout. Combien de temps ont-ils pour se les approprier? Ça dépend. Entre quelques heures et quelques jours. Rarement plus. Après sur les campagnes, ça dépend. Des fois, par exemple là on est en train de préparer une campagne D&D. La campagne D&D, j'écris les persos avec les joueuses. Je leur propose des choses pour que l'histoire colle à leur... Enfin, que les personnages en tout cas soient à l'aise dans l'histoire et qu'ils soient en une équipe variée et qu'il n'y ait pas trop de redites sur les caractères de personnages, etc., les types de personnages. Donc c'est un travail commun, mais c'est quand même les joueurs qui amènent énormément à la table. Donc voilà, en live ça va varier. Par exemple sur Cthulhu no Kami, c'était je leur ai donné des archétypes de personnages. Ils ont dit ce qu'ils voulaient un petit peu comme type de jeu, etc. Et ensuite, on a recréé ça ensemble pour faire vraiment un historique cool et tout ça. Donc ouais, généralement Sombre Machination, c'est moi. Sur les campagnes live et tout, c'est à 2. On le fait, mais il y a quand même beaucoup de joueuses sur cet aspect-là. Comment est né Sombre Machination? Alors techniquement, Sombre Machination, à la base, ça s'appelait Les Chroniques du Necronomicon, il y a 2 saisons, et c'est né d'une envie de simplement faire du jeu de rôle et de filmer ça et de raconter une histoire. Donc on l'a fait sur 2 saisons avec Les Chroniques du Necronomicon, et après j'ai un peu laissé tomber, et ensuite on a fait des lives, et j'ai vraiment bien aimé. Je me suis dit, mais je pense qu'on peut réessayer. On a réessayé et ça a donné La Ferme Fletcher, la première saison de Sombre Machination. Et depuis, on s'est pas arrêté. Et ça fait... là, on est la 6e année où on fait ça. Donc, c'est né de l'envie de raconter des histoires, de faire vivre des histoires aux gens qui nous suivent. Voilà, tout simplement. Et de s'amuser, on va être honnête. Et de mettre des costumes parce que c'est rigolo. Maxime, qu'est-ce qui te fait peur? Les araignées, la morve... Et les enfants, en fait, non, c'est pas que ça me fait chier, les enfants, ça me fait pas peur. Donc voilà, mais surtout les araignées et la morve, c'est vraiment mes 2 pires ennemis, quoi. Alors une araignée de morve,
Est-ce qu'un jour on aura un making-of d'un tournage de Sombre Machination ? C'est compliqué à organiser parce qu'en fait il se trouve qu'une grosse partie je suis tout seul à faire des trucs, à organiser, à écrire, à faire des achats sur internet, à organiser des trucs, donc c'est pas très intéressant, mais j'aimerais vraiment bien le faire pour une saison là cette année pour vous montrer tout le processus du début à la fin en me filmant, en commentant, etc. Donc j'aimerais vraiment bien le faire cette année. Est-ce que Herc trempe vraiment sa pizza dans le Fanta ? Absolument. Mais moins maintenant, je trempe moins ma pizza dans le Fanta. Si je devrais choisir, ça serait plus je vais tremper ma pizza dans mon Monster, mais il faut qu'il y ait du coup ces deux choses en même temps, et en général je vais plus le faire en tournage. Et des fois on mange pas toujours des pizzas en tournage, mais oui, si je peux le faire, je le fais parce qu'en fait je trouve ça bon. Mais en fait c'est logique, hein, vous aimez le Monster, vous aimez la pizza, vous mélangez les deux, forcément c'est bon, il n'y a pas de débat. Hein. Quand est-ce que la saison tournée aux USA va sortir ? Alors j'ai déjà répondu à ça, mais normalement 2026 si tout va bien. Faut qu'on la tourne déjà, hein ? En 2025, cette année. Les joueuses sont-elles des employés à plein temps ou des bénévoles ? Un mix des deux, comment se passe l'organisation pour eux ? Alors, c'est impossible pour l'association d'avoir un employé à plein temps. Genre, on ne gagne clairement pas assez, vu les frais, etc. Dites-vous que les 5 000 € du Tipeee qu'il y a par mois, il y a quasiment la totalité qui part dans les frais juste de base des tournages. Donc, non, ce n'est pas possible de payer des gens, malheureusement. On est toutes et tous bénévoles. L'organisation pour eux, c'est souvent que moi je les contacte, je leur demande en gros s'ils sont disponibles à telle période, ils disent oui, ils disent non. Ils viennent, donc généralement ils sont défrayés maintenant, ils sont défrayés, avant ce n'était pas le cas. Et puis ensuite, du coup, on voit ensemble pour le costume, etc. S'ils ont des éléments à amener dans le costume, trop cool. La plupart du temps, c'est pas le cas. Je leur achète les costumes avec l'argent de l'association, je précise. Et du coup, on voit ça, ils viennent pour le tournage et après ils repartent. Et voilà. Et généralement, je leur demande de venir pour l'enregistrement du podcast. Voilà. Donc, tout le monde est bénévole et l'organisation pour eux, c'est moi qui les contacte et qui vois ça avec eux tout simplement. Une vidéo bêtisier sur des scènes coupées pendant le jeu serait possible ? Pas vraiment. En fait, c'est très rare qu'il y ait des scènes qui soient vraiment compréhensibles parce que souvent elles sont dans le cadre de la partie. Donc, soit je les laisse parce qu'elles sont compréhensibles et courtes, soit je les laisse pas parce qu'elles sont pas compréhensibles. Donc il n'y a pas vraiment de bêtisier. Il y a quelques scènes qui sont rigolotes, mais il y en a beaucoup qui sont rigolotes pour nous parce qu'on connaît tout le contexte du tournage, vous voyez ce que je veux dire, et on peut pas vous l'expliquer. C'est comme les délires entre potes, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez pas expliquer ah putain j'ai ce délire avec le briquet, c'est toujours l'histoire du briquet machin. Il va expliquer l'histoire du briquet, on sait pas ce que c'est, donc ça va être compliqué et je pense pas que ça serait très rigolo. Maxime, tu as commencé les vidéos sur internet il y a un moment déjà. Oh oui. Quelle formation as-tu ? Est-ce que tu as tout appris sur le tas ? Tu avais mentionné une activité pro annexe, est-ce que tu peux en parler ? Oui, alors ma formation, j'ai un BTS infographie multimédia, spécialisation audiovisuelle 3D, enfin vidéo 3D je crois. Du coup ça a duré à peu près 2 ans et c'est la seule formation que j'ai appris le montage, le tournage avant et sur le tas. Maintenant ça fait quand même plus de 20 ans que je fais ça, donc ça va, je connais. Est-ce que... Ah oui, mon activité pro annexe, je suis artiste-auteur, donc je fais des tournages, j'écris des scénarios, voilà. Donc mon activité pro à l'heure actuelle, c'est de plus en plus le JDR, et c'est trop cool, mais ça m'arrive de temps en temps de faire des tournages pour un client, une entreprise, un truc comme ça, des tournages vidéo, d'interviews, des trucs comme ça. Donc oui, je peux en parler, c'est pas très intéressant. Mis à part les bouquins de JDR, quel logiciel et outil utilises-tu le plus ? Adobe Premiere Pro, Adobe Audition, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, OBS Studio et tout ce qui est Google Doc, etc. Et Doodle qui permet d'organiser des dates de tournage. Voilà. Et je dirais Discord aussi pour organiser tout ça. Voilà, ça c'est le logiciel que j'utilise le plus souvent. Le premier JDR que vous avez découvert ou auquel vous avez joué. Alors moi, le premier JDR dont j'ai entendu parler, c'était Star Wars. À l'époque, ça devait être Star Wars D6. Le premier JDR auquel j'ai joué, c'est l'Appel de Cthulhu. Alors, en tant que MJ, et en tant que joueur, c'était Pathfinder. Mon premier JDR, c'était l'Appel de Cthulhu. Ce sera peut-être mon dernier JDR, parce que je pense que j'y jouerai toute ma vie, littéralement. Mais voilà, c'était l'Appel de Cthulhu, je pense V5 à l'époque, dans les années 2000. Eh bien, le premier,
jeu de rôle auquel j'ai joué, c'était Pathfinder, avec directement une immense campagne, donc la campagne Kingmaker, qui n'a pas été terminée parce que c'est un truc qui dure sur des années et du coup nous n'avons jamais fini cette campagne. C'était avec un groupe d'amis avant, il y a longtemps. Du coup c'est mon premier pied dans le JDR. C'est vraiment passé en plus très très tard, hein. Genre je devais avoir fini mes études ou même encore après, je m'en souviens pas. Mais par exemple j'ai pas baigné dans le JDR depuis que j'ai 10 ans ou 15 ans. J'ai plus découvert ça dans ma tardive vingtaine. Du coup vraiment le JDR je l'ai vraiment découvert et expérimenté vraiment sur le tard, vraiment très très tard. Et du coup avec Pathfinder. Mon premier JDR, comme pour beaucoup je pense, c'est Donjons et Dragons. J'ai fait une partie Donjons et Dragons dans une cave avec un ami d'une ex à moi qui nous a fait une petite partie dans une taverne. C'était marrant comme tout. Alors je sais pas si c'est le premier JDR auquel j'ai joué réellement, mais pour moi c'est la grosse campagne des Tyrene qu'on a eu pendant tout un été. C'était vraiment là où je me suis dit waouh, l'univers est trop cool, et je pense que l'aspect campagne a beaucoup aidé. Et l'univers, j'ai vraiment très 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 vite adoré tout l'univers Delta Green. Alors je crois que le premier JDR que j'ai fait en tant que joueur, c'était du Pathfinder allégé, je crois, que je faisais avec des amis quand j'étais au lycée. Et sinon, le premier bouquin que j'ai acheté, c'était l'Appel de Cthulhu V6, le bouquin qui tombe en ruine. Et c'est le premier truc du coup que j'ai masterisé, et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer l'Appel de Cthulhu. Est-ce que sur une saison de Sombre Machination, une réaction des joueuses t'a vraiment surpris? Si oui, laquelle? La réaction d'Eric avec la boîte rouge, etc. C'était trop bien dans Perspective Démente. Ça, c'est vraiment un des moments cultes, je pense, en termes de réaction, et c'est trop cool, quoi. C'était vraiment hilarant. Après, il y a des moments où ils ont pleuré et tout, c'était vraiment touchant et très cool. Mais ouais, le moment de la boîte, c'est inoubliable. Est-ce qu'il y a un personnage que vous avez incarné qui a été difficile de jouer? Si oui, pourquoi et lequel? Moi, c'est quand je dois jouer des personnages de femmes un peu âgées, mais pas ridicules. C'est très dur parce qu'en fait on tombe vite dans la petite vieille Ortigane, et du coup j'ai pas envie de faire ça, mais j'ai pas envie non plus de jouer la vieille sage parfaite et tout. J'ai envie de jouer une personne normale, et en fait c'est pas facile parce que je dois moduler ma voix et j'ai un peu de mal à le faire, donc souvent je reprends juste ma voix normale. Il n'y a pas de personnage en particulier que je trouve difficile à interpréter parce que je suis ouverte un peu à interpréter tout. Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse pas de faire, honnêtement. Je pense que Maxime ne donnerait pas non plus des personnages qu'on voudrait pas faire. Après, il y a des éléments de certains personnages parfois où c'est difficile et qu'il faut bien garder à l'esprit. Par exemple, quand on fait du Delta Green et qu'on est le FBI, c'est garder ça à l'esprit. Ou quand ton personnage a une caractéristique particulière. Par exemple, Rose Cavendish, elle a été malade, donc faut garder ça aussi à l'esprit quand tu joues. Et c'est pas quelque chose que tu ressens physiquement, donc ça peut être un peu difficile. Un personnage difficile. J'ai envie de dire 2. Oui, je triche. Je vais pas en dire 1, je vais en dire 2. Le premier, c'était dans Sinistre Prison. Je trouve que je voulais donner quelque chose au personnage. Peut-être que ça a été, j'en sais pas, je l'ai pas revu vraiment. Mais j'avais vraiment essayé de lui donner un côté froid, calculateur, très déshumanisé aussi. J'essayais de pas cligner des yeux, ce genre de truc. Et du coup, j'ai pas l'impression d'avoir réussi à le tenir. Je pense qu'il y a des moments qui sont bien, mais je pense qu'il y a des moments aussi où Eric se fait rattraper par le « Ah merde, je crois que j'ai pas compris une consigne » ou « Merde, j'ai un peu trop bafouillé » ou « Je n'ai pas réussi à exprimer correctement ce que je voulais » alors que c'est un personnage qui est cultivé, qui est intelligent, et ouais, c'est vraiment des personnages que je trouve durs, les personnages intelligents, parce que peut-être qu'ils sont plus intelligents que le joueur qui les incarne, et du coup ça c'est absolument difficile. Et sinon l'autre personnage, mais que je m'y attendais pas, en fait m'incarner moi-même dans la saison anniversaire, ça a été en fait dur. Je pensais vraiment sans préparation plus importante que ça y arriver. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne suis pas arrivé à être une version de moi-même qui était satisfaisante. Il y a en vrai des interactions où c'est réellement moi qui va réagir. Voilà, le moment avec Castaigne, pour moi c'est très fort parce que j'adore ce personnage. C'est comme si j'avais le droit légitimement de lui dire merci en étant autorisé à utiliser mon propre nom. Mais il y a d'autres moments où on sent qu'en fait, c'est dur. En même temps, je veux dire, pour celles et ceux qui ont vu la saison,
vous êtes littéralement dans son machination et votre santé mentale elle peut pas encaisser ça. Et du coup techniquement comment est-ce que je ferais réellement moi si j'avais ma santé mentale qui commençait à s'étioler? J'avoue que ouais, en vrai, me jouer moi-même, ça a été dur. J'ai pas eu besoin de beaucoup réfléchir à celle-là. Le personnage le plus difficile que j'ai jamais été amené à incarner, c'est sans hésiter le gobelin du crack, qui était un enfer en termes de costume, c'était horrible à porter sur la longueur. Et en plus de ça, j'ai pas l'impression que c'est un personnage qui colle vraiment à ma personnalité. Et du coup c'était assez difficile, j'avais un petit peu la pression, j'avoue, de faire un gobelin un peu marrant. Et donc du coup c'est pour ça que c'est un de mes préférés à incarner, parce que le fait que ce soit un des plus difficiles, et bah du coup ça en fait un des, pour moi, des mieux réussis, je pense, un des plus fun que j'ai incarné. Je me suis au final bien marré, malgré le fait que c'était vraiment horrible. Et ben justement, cette période de la grosse campagne de Delta Green, c'était une période un peu difficile pour moi, et on avait un rythme quand même plutôt soutenu qui était tous les dimanches pendant plusieurs heures, et c'était parfois un peu compliqué de se remettre dans le personnage, de se resituer un peu l'environnement, et des fois d'avoir juste la tête dans ce truc-là, surtout quand on est chez soi. Contrairement à son imagination, on va avoir un lieu pour ça. Alors je pense que le personnage le plus difficile que j'ai eu à jouer, c'était Gérard Nibar dans l'Avidaire du Chaos, parce que je devais faire des rimes et j'en suis incapable. Sinon, plus sérieusement, je pense que c'était Abimanyu sur le live d'Evastra. Pas tellement parce que le personnage était difficile à jouer, mais parce que l'aspect shonen du JDR, j'avais un peu du mal à me mettre dedans, même si on n'a pas tellement utilisé cet aspect-là. C'était un peu étrange, voilà. Même si le live était quand même très très cool et qu'on a passé un bon moment. Est-ce que vous avez déjà été déçu d'une fin de personnage ou de saison, mauvais jet de dés, mauvaise décision, ou vous auriez préféré voir finir autrement? Ah bah moi c'est la saison le manoir aux poupées, j'ai chié dans la colle, j'ai mal géré les joueuses et du coup c'est ma faute. Et c'était naze, c'est tout. C'est ma faute, voilà. Mais on le refera un jour. Et aussi Arkham PI, la fin d'Arkham PI, la saison 1, c'est ce qui est écrit dans le scénario, hein. C'est pas moi qui l'ai écrit, le truc avec Zik Creator, j'aime pas. C'est pour ça que j'ai fait la saison 2 et 3, que j'ai vraiment préféré. Mais ouais, c'était un peu décevant. J'ai déjà été triste de la fin de plein de personnages, typiquement dans Vacances brumeuses, je pense que Louise ne méritait pas ça. Mais un personnage où j'ai été déçue du jet de dés à la fin, c'est dans l'Abysse du temps, période moderne, où vraiment le jet de dés, où ça tue la sœur jumelle de mon personnage, c'était triste. Pareil, je vais tricher, je vais dire 2. Un pour un petit détail. Federico. Alors vous allez me dire, mais quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte Federico, la fin du personnage elle est trop bien pour lui, il a gagné le JDR entre guillemets. Non, j'étais vraiment frustré par un détail. Putain, à la fin je voulais que le tableau que je peigne, il soit parfait. Et là Maxime il me sort un vieux résultat pourri là, en mode pas une réussite, pas un truc incroyable. Et j'étais vraiment en mode... ouais, j'étais déçu. Et en fait, je pensais vraiment qu'il y aurait ce côté, jusqu'au bout. Mais après, en plus, c'est stupide. C'est juste un jet de dés, c'est juste un tableau. En soi, il a survécu. Il a pas été inquiété par les autorités. Il a une fin incroyable. Et c'est tellement une ordure en plus ce personnage. Mais ouais, juste ce petit détail, ne pas arriver à faire ce tableau, ça m'a vraiment. J'étais en mode merde. J'étais déçu, vraiment déçu. Et sinon, pour un personnage. Pour lequel je regrette sa fin, je pense en vrai c'est mon personnage dans la saison Une soirée d'enfer. Je parlais juste avant du côté objectif. Pour le coup c'est une saison qui était très particulière parce que mon personnage a un objectif mais qui est des plus simples, il doit retrouver son conjoint et en fait ça le drive tout droit. Il doit retrouver son conjoint, il a une piste, il y va et en fait je pensais vraiment pouvoir m'en sortir à la fin, même si je veux dire, quand vous avez James en face, c'est difficile, surtout qu'en fait, j'avais pas non plus une force extraordinaire ou une agilité de fou, j'étais un personnage un peu vieillissant. Mais ouais, un peu déçu, parce que j'aurais vraiment voulu qu'il s'en sorte. J'étais triste qu'il soit mort, en fait, j'étais déçu de ça. Mais c'est comme ça, c'est ça aussi pour certains personnages, quand ils décèdent, peut-être que c'est mieux qu'ils décèdent, parce que ça ajoute du poids à l'histoire. J'ai jamais vraiment été déçu par une fin d'un personnage, pour la simple et bonne raison, c'est que j'aime bien que les histoires, surtout en jeu de rôle, soient ce qu'elles sont, ce qui s'est passé, et j'ai pas envie de les changer parce que c'est très indépendant et c'est très éphémère comme sensation. Et si jamais je veux voir une fin différente, personnellement je préfère voir
le scénario joué par d'autres personnes et de voir comment eux ils réagissent. Je préfère voir une fin différente sous ce prisme-là. Alors, il y a eu la saison Sinistro Prison où mon personnage, spoiler alert, suit le personnage de Mascox. Donc à la fin. Et sa fin est plutôt... il s'ennuie, quoi. Entre guillemets. Mais par contre, en fait, moi j'ai eu beaucoup de regrets. Je me suis dit, j'aurais peut-être dû suivre... Enfin, essayer de sortir... De suivre le personnage de Eric, et j'aurais pu continuer à foutre la merde avec sa rencontre avec Delta Green pour le plomber un peu plus. Je me serais sans doute fait plomber, mais voilà, c'est un petit regret où je suis un peu curieux de ce qui aurait pu se passer en fait. Alors, c'est pas tellement que je suis déçu de la fin du personnage, mais il y a un truc où je suis un peu triste, on va dire, c'est mon personnage pour le live Thanatos, il n'a jamais eu à tuer personne, et je pense que ça aurait pu être intéressant justement de le mettre face à cette situation-là et éventuellement de décider de ne pas tuer. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Après, c'est pas grave, c'est le destin des cartes qui a voulu ça. Quel est le pire et le plus beau souvenir de tournage ? Le pire souvenir de tournage, c'est vraiment quand on a fait Chasseur et que le courant s'est coupé parce qu'il y avait la prise dehors, il pleuvait, on avait oublié et du coup on a tout perdu. C'était horrible, vraiment c'était horrible. Il y a aussi, pour Perspective Démente, quand il y a eu les fichiers corrompus du son et qu'il a fallu tout redoubler et tout, c'était horrible, vraiment cauchemardesque. Et plus beau souvenir de tournage, il y en a tellement, en vrai c'est toujours cool, il y a toujours des moments incroyables. Là, rien que l'année dernière, aller en haut de la montagne avec Zach, Digipi et Mascox pour les Terres d'Aldor, c'était incroyable. C'est une semaine trop cool, mais il y en a eu plein d'autres, franchement. Chaque tournage a ses moments un peu uniques et beaux et calmes. Quand on a tourné dans le sud, il y a eu le problème des micros qui était un horrible souvenir de tournage, mais en même temps, il y a eu plein de moments où on était trop bien, on était dans le sud, c'était cool, il y avait une ambiance, une bonne, franche camaraderie et c'était trop bien, quoi. Mon pire souvenir de tournage, c'est le premier Sud. Donc puis on a fait Cult, puisqu'on a réussi à faire que Cult et qu'il y a eu tous les problèmes avec les micros, et on en a déjà parlé en long, en large et en travers, donc je vais pas m'étendre sur la question. Et mon meilleur souvenir de tournage, j'ai hésité parce qu'on passe toujours... franchement, on a toujours des mèmes, on passe toujours des moments incroyables en tournage. Mais il y a un moment de soulagement intense qu'on a vécu pendant Backroom. On avait un ascenseur pour monter les affaires au début, on savait qu'à la fin on l'aurait plus. Et plus la nuit avançait et on tournait et on était fatigué, plus il y avait cette sorte d'épée de Damoclès au-dessus de notre tête, de putain, le retour va être difficile. Mais t'essayes de pas y penser parce que t'es en train de jouer. Donc tu fais l'autruche, tu le repousses jusqu'au moment où ça va arriver, et au moment où ça arrive, finalement, on a trouvé quelqu'un dans le centre commercial où on tournait qui a pu nous ouvrir l'ascenseur, et littéralement on était en train d'amener les affaires en haut des escaliers, et je regardais ces escaliers en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour mériter ça, j'en peux plus. Et là on a eu l'ascenseur. Et c'est bête parce que c'est pas un truc incroyable, mais c'est vraiment un tel soulagement quand après un tournage un peu où il fait froid, c'est un peu long, t'as pas à faire le truc horrible que t'avais prévu, putain mais qu'est-ce que c'est bien. Le pire tournage, indéniablement, La Bise du Temps 2018, Urbex. Oh là là, mais c'était un calvaire. C'était un calvaire. On avait plusieurs lieux de tournage, en surface dans une forêt, il pleuvait, il faisait nuit, on était fatigués, après on va dans un souterrain, on déplace du matos. C'était très très dur. Il y avait vraiment, en plus on sentait que tout le monde était un petit peu tendu parce qu'il fallait qu'on finisse, et on avait du mal un petit peu à avancer, et franchement c'était pas un souvenir agréable. Et c'est ce genre de moment où vous vous dites mais pourquoi vous faites ça? Du coup après quand vous voyez les images et qu'en fait le résultat il sort, ça vous fait du bien. Ouais, c'était pas agréable, c'était dur. À l'opposé par contre, du coup quelque chose d'agréable. Je reviens encore, hein, désolé, hein, Perspective Démente. Agréable après je sais pas, un terme ou un mot particulier pour cette saison. C'était pas évident non plus, je veux dire, on tourne de nuit aussi, on est un peu fatigué, mais en fait, ce qui était agréable, c'est comme j'ai dit juste avant, c'est qu'en fait, putain, vous sentez que vous avez un truc dans les mains, vous sentez que l'histoire, elle a l'air incroyable, vous arrivez à tenir les personnages, il y a quelque chose qui se passe, en plus c'était un lieu vraiment ouf, c'était une base aérienne qui était désaffectée, et ouais, vous arrivez dans un espèce de milieu, dans un décor où vous vous dites... Ah ok,
peut-être que le média il est en train de devenir autre chose, peut-être qu'on est en train de créer quelque chose de bien, et c'est plus un sentiment général d'accomplissement que vous sentez au moment où vous êtes en train de le faire, et que des fois vous avez après que la saison soit sortie, mais que là, pendant le truc, vous vous disiez, on se dit pardon, putain, on tient quelque chose, et du coup c'est hyper jouissif en termes de sentiments. Après, agréable, il y a plein de saisons qui sont agréables, en vrai, dès qu'on a un lieu qui est confort avec des toilettes, où on peut manger, où on peut être confort, c'est toujours agréable, mais vraiment en termes de sentiments, je pense que c'est perspective démente. Mon pire souvenir de tournage de tous les temps, je pense que c'est imbattable, je pense qu'on l'a dit souvent, et vraiment c'est tout le tournage de Cult, enfin ce qui tournait autour des tournages de Cult, c'était l'enfer, une des saisons les plus fatigantes physiquement, moralement, c'était terrible. Elle est sortie dans la douleur, celle-là, dans la douleur. Et je parle pas de toutes les saisons qui sont jamais sorties, ça c'est autre chose. Mon meilleur souvenir de tournage, bon comme d'hab, il y en a énormément, c'est hyper difficile d'en choisir qu'un seul, mais clairement c'est tout ce qui s'est passé autour des terres d'Aldor, de faire de la randonnée à l'aube, c'était trop bien, de jouer en plein milieu de la nature, c'était incroyable, même de plonger dans le marais, c'était cool, vraiment c'était une dinguerie. Et je pense qu'un des moments que j'aime vraiment le plus, c'est quand on était les 4 cavaliers de l'apocalypse à observer des jeunes plonger dans un lac, c'était vraiment trop bien. Pour moi, il n'y a pas vraiment de pire tournage, c'est juste des retrouvailles entre amis, ça crée des souvenirs de dingue. Et chaque fois, je sais pas si ça se ressent quand je suis face à la caméra, mais c'est vraiment des moments que je chéris, qui sont hors du temps. C'est très cool. Mon pire souvenir de tournage, je pense que c'était mon premier tournage, c'était Backroom. C'était la réalisation du fait qu'on allait devoir descendre absolument tout ce qu'on avait monté, sans le monte-charge, par les escaliers, que ça allait être un cauchemar absolu. Heureusement que finalement on nous a dit que on pouvait utiliser le monte-charge à toute fin du tournage, et que ça nous a soulagé de passer 2 heures de souffrance absolue. Voilà. Et sinon, je pense que mon meilleur souvenir, alors c'est pas forcément un moment de tournage que je vais évoquer. Alors c'est difficile de trouver un meilleur souvenir, mais je pense à Goetie. Tout le côté, en fait tout dans Goetie était vraiment trop bien. L'organisation était trop cool, le fait de voir que les gens ils s'amusaient bien avec le truc que j'avais développé et tout, et que finalement ça avait vraiment servi, c'était beaucoup trop bien. Le fait de tenir la banque aussi, le marché était trop cool, de voir que les gens me volaient des trucs, les interactions avec les gens c'était vraiment cool. Je suis pas forcément quelqu'un de très extraverti et de très à l'aise avec les gens, mais j'ai passé vraiment un bon moment. Le fait que ça ait bien marché, que les gens étaient vraiment satisfaits de ça, c'était vraiment un moment super chouette. Quelle est la saison que vous trouvez la plus sous-cotée? Les Contrées du Rêve, et sinon Mouse Ritter. Voilà, ces 2 saisons-là, je trouve ça sous-coté de fou. Pareil que Toulouse no Kami, je trouve que pas assez de gens ont regardé, mais bon, c'est mon avis. La saison que je trouve la plus sous-cotée, c'est pas un sans machination, mais c'est l'audio qu'on a fait de Spire, où je pense vraiment que les gens devraient donner une chance à Spire. C'est un univers qui est incroyable, et c'est une histoire que Maxime a tissée qui, je pense, est une belle fiction. Il y a des PNJ qui sont exceptionnels, même s'ils sont absolument détestables, et un PJ qui était agréable à interpréter, et touchante, et forte aussi. Donc je pense que, donner une chance à Spire. Ouais, clairement, 3 inconnus. 3 inconnus, c'est un format qui est particulier, on est dans un huis clos, 3 personnages avec une espèce d'esthétique absolument extrême et opposée. Peut-être qu'on comprend pas où l'histoire elle va, on comprend parce qu'il y a un côté saut, un côté un petit peu piège, mais clairement une saison où je n'entends pas trop les gens en parler. C'est pas grave, c'est comme ça, et tant mieux à la limite aussi, parce que maintenant on a tellement de saisons qu'en fait à un moment donné il y a plein de gens qui ont des saisons différentes, qu'ils adorent, certaines qu'ils aiment moins, et c'est aussi pour ça qu'on essaie de varier les thèmes et les thématiques. Mais ouais, pour moi, cette saison est clairement sous-cotée, parce qu'elle est vraiment bien, et puis voilà, la fin, si vous connaissez, vous savez de quoi je parle, la fin est, voilà, est absolument
gigantesque et Cthulhuesque pour le coup, du coup, ouais. Et puis en vrai, j'aime bien cette saison. Je pense que la saison la plus sous-cotée, du moins celle que je pense qu'on n'entend pas assez souvent, mais je peux me planter, c'est Mystère en Normandie, que je trouve vraiment cool. Et j'ai pas l'impression que beaucoup de gens en parlent, alors que l'ambiance est mortelle. En plus de ça, c'est un super souvenir de tournage. Je trouve le scénar cool, les personnages vraiment tous hyper marrants, et même touchants. Vraiment, je trouve que c'est une saison plutôt sous-cotée, ouais. Je dirais les Terres d'Aldor, parce qu'on a tellement fait des folies sur cette saison-là, sur ces tournages-là, que les lieux, la diversité, les costumes, tout, c'est incroyable. Ça la rend d'autant plus impressionnante quand on sait l'aventure que ça a été derrière. Alors, la saison que je trouve la plus sous-cotée, c'est, désolé Maxime, c'est, je pense, le manoir aux poupées, qui, objectivement, a plein de défauts, il y a plein de trucs qui vont pas dans cette saison, mais en fait, j'adore le concept d'avoir un personnage qui est un peu out, dans le sens où, il est vraiment là pour foutre la merde, et j'aime beaucoup ce concept. Je pense qu'on peut faire carrément un remake de cette saison-là avec une histoire complètement différente, mais juste ce concept-là d'avoir un personnage qui triche, je trouve ça trop cool. Au vu des nouvelles et nouveaux joueuses récemment apparus, y aura-t-il un espoir fou de voir Maxime en joueur sur une campagne entière? C'est déjà le cas. Vous pouvez regarder Drama et Dragon qui est disponible et je suis joueur. Il y a eu pas mal de live où il y a eu Zou en MJ, il y a eu Mascox en MJ, il y a eu CC Trouille en MJ et je suis joueur. Donc vous pouvez aller regarder ça. C'est déjà disponible. J'ai déjà été dans des campagnes. Maintenant, dans Sombre Machination, ça n'arrivera pas parce que c'est une question d'organisation, de montage, de rythme, etc. Ce n'est pas le but. Mais c'est déjà arrivé, ça arrivera de nouveau, j'espère, le retour de Vance Matea bientôt. Voilà, au final, il y aura eu 69. Nice. Il y aura eu 69 questions. J'espère que on a répondu à tout ce qui vous plaisait. N'hésitez pas à poser d'autres questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre et peut-être des gens de l'équipe répondront aussi. Je remercie bien évidemment toutes celles et ceux qui ont répondu aux questions, qui ont bien voulu participer. Du coup, nous, on se retrouve bientôt, les gens. N'oubliez pas qu'il y a des saisons de Sombre Machination, des lives, des one-shots. Il y a des lives JDR quasiment tous les vendredis et même le dimanche maintenant. N'oubliez pas que le Tipeee permet de soutenir énormément l'équipe, donc que ce soit sur les lives JDR, les contenus JDR en général ou Sombre Machination. N'oubliez pas qu'il y a l'étreinte de la nuit, n'oubliez pas qu'il y a les mémoires du mythe. En ce moment, il y a certainement une offre sur le Tipeee qui vous permet d'avoir une saison entière des mémoires du mythe en avance. Bref, plein de belles choses. Et encore merci à toutes et à tous pour toutes vos questions, mais surtout tout votre soutien, qu'il soit financier, moral, votre présence sur les lives, votre présence dans les commentaires, etc. Ou sur les réseaux sociaux, les mails que vous envoyez. Sachez que moi, ça me touche directement au cœur, que je le partage très souvent à l'équipe et que eux aussi, c'est important pour eux. Donc voilà, encore merci à vous toutes et tous d'être là pour nous. Voilà, à très bientôt, bisous partout.